Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir après cette petite pause estivale. Donc aujourd'hui, nous avons comme sujet l'orthophonie, pour qui, pourquoi et surtout comment. Pour ce faire, nous avons l'association Essor Prévention qui est là représentée par Véronique Prasil et Élodie Guénin qui sont toutes les deux orthophonistes. Voilà, donc je vous souhaite une excellente séance et à tout à l'heure. Donc à toutes et tous, je me présente, Véronique Prasil, je suis orthophoniste en libéral à Vigneux-sur-Seine, c'est la CPTS Val-de-Seine et j'exerce également en salariat dans un CNPP municipal. Élodie? Oui, bonjour. Donc moi je suis Élodie Guenin, orthophoniste exclusivement en libéral à Bruyères-le-Châtel. Voilà, et donc on va vous présenter donc l'orthophonie, pour qui, pourquoi et comment. Donc on intervient au nom de notre association de prévention qui s'appelle Essor Prévention. Donc, en fait, à la base, on souhaitait mettre en place des petites conférences en soirée de 2 heures environ sur ce thème. Donc, qu'est-ce que l'orthophonie? Quel est notre champ de compétences? Donc, c'était plutôt à destination des médecins pour savoir comment prescrire l'orthophonie. Quand indiqué en orthophonie, quand orienté, et puis après, éventuellement, dans un second temps, si certains étaient intéressés, proposer une deuxième soirée pour déblayer un peu tout ce qui était outils de dépistage utilisables en cabinet, pour aller un peu plus loin que les notions un peu générales vues dans la première conférence de 2 heures. Donc, ça n'a pas encore vu le jour, mais voilà, on voulait déjà vous en parler un petit peu donc, dans le cadre des webinaires. Donc, je vais vous partager le diaporama qu'on vous a préparé. C'est bon cette fois? Oui. Parfait. Donc, du coup, notre association Essor Prévention, donc ça signifie Essonne Orthophonie Prévention, qui a été créée en novembre 2018. En fait, c'est né de groupes de travail qui avaient vu le jour sur l'initiative de Pauline Chevalier, qui est actuellement la présidente d'Essor Prévention. Et donc, au sein des groupes de travail qui ont été mis en place pour échanger sur nos pratiques sur différents sujets, on avait fait un groupe sur le thème de la prévention. On s'est dit, c'est super important, vu comme on est surchargé de façon générale et en Essonne particulièrement, peut-être que si on arrive à agir le plus possible en prévention, on va désengorger un peu nos cabinets. Et voilà, donc on s'est dit, allons-y, créons une association. Qui a plutôt bien démarré parce que l'année dernière, on avait une quarantaine d'adhérentes sur le département. Donc voilà, le but c'est aussi de proposer des actions de prévention, que ce soit à destination des familles ou des professionnels. Donc voilà. On peut intervenir sur des projets, soit des projets qu'on a déjà, menés, soit on répond parfois à des sollicitations. Donc, on a parfois des associations de familles ou de professionnels qui peuvent nous contacter et on peut monter des actions sur demande aussi. Voilà pour l'essentiel. Je te laisse, Véronique. Donc là, on avait souhaité vous montrer la diapo, qui est donc une question qui a été posée dans le cadre d'un mémoire d'orthophonie de Marie Boineau en 2018. À partir de quel âge l'orthophoniste peut-il prendre en charge un patient, quelle que soit sa pathologie? Donc, ce qui nous semblait intéressant et c'est pourquoi on a voulu vous présenter cette petite vignette, c'est parce qu'en fait, les médecins prescripteurs peuvent se demander à partir de quel âge peut-on demander un bilan de langage chez l'enfant. Les orthophonistes réalisent des bilans auprès de jeunes enfants, bien avant 3 ans, présentant très peu ou pas de langage. Nous recherchons alors s'il existe chez ces enfants des prérequis à la communication, la présence de compétences socles comme l'attention conjointe, l'imitation, le pointage, qui sont des marqueurs de communication fonctionnelle. Ces bilans très précoces nous permettent une prise en charge précoce si elle s'avère nécessaire en lien étroit avec les parents. On peut faire de la guidance parentale, on peut travailler avec le médecin traitant, les partenaires de la petite enfance, les PMI, la crèche, en espérant ainsi favoriser l'entrée dans le langage. Voilà.
ici, le champ de compétences d'intervention de l'orthophonie. Alors d'abord, juste pour information, bon, je pense que tout le monde le sait, mais enfin quand même, si de nombreux orthophonistes exercent en libéral, nous travaillons également en salariat, dans des services hospitaliers, neurologie, pédiatrie, ERL, gériatrie, dans des structures médico-sociales, type CMPP, IME, Institut pour déficients auditifs, dans des centres de rééducation fonctionnelle, dans des intersecteurs de pédopsychiatrie, CMP, hôpitaux de jour, CATTP, la liste est longue, j'en oublie certaines. L'orthophoniste est donc une profession de santé qui relève de la famille des métiers du soin. Elle consiste à prévenir, évaluer et à traiter les difficultés, les troubles qui affectent la parole, le langage, la communication, la cognition, les fonctions exécutives. Donc là, sur cette petite vignette, vous pouvez voir que du nourrisson jusqu'à la personne âgée, à tous les âges de la vie, on peut avoir besoin d'orthophonie. Alors, pourquoi avoir besoin d'orthophonie? Un trouble d'articulation, voilà. Un retard de parole, un enfant un peu petit qui a du mal à s'exprimer, qui parle bébé, comme on dit. Un trouble du langage oral qui peut aller jusqu'à la dysphasie, qui est un trouble très, 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 très invalidant. Un trouble de la déglutition, le bégaiement, des dysphonies, des dysphagies, les troubles du langage écrit, les enfants qui ont du mal à rentrer dans l'apprentissage du langage écrit, ça peut aller jusqu'à la dyslexie, la dysorthographie. Les troubles de la communication, des enfants, des troubles du spectre autistique. Les troubles de la cognition mathématique, du raisonnement logico-mathématique, ou bien encore les troubles du graphisme, de l'écriture. On nous trouve aussi pour faire de l'éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix œsophagienne dans le cadre de trachéotomie. L'éducation et la rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteurs, sensoriels, les déficiences visuelles, les enfants IME, les enfants IMC trisomiques. À tous les âges de la vie, nous prenons en charge des patients atteints de pathologies neurologiques, vasculaires, les AVC, tumorales, tumeurs cérébrales, ou post-traumatiques. Ces pathologies touchent des jeunes, des moins jeunes et des très jeunes. Et enfin, avec le vieillissement de la population, nous intervenons également auprès de patients atteints de pathologies neurodégénératives, maladie de Parkinson, démence de type Alzheimer, démence à corps de Lévy, démence cortico-basale, sclérose latérale amyotrophique, et je vais m'arrêter là parce que tous ces noms font quand même très très peur. Donc en tout cas, voilà pour tous nos champs d'intervention. C'est bon pour moi, Elodie. Et que je retrouve comment activer mon micro. Donc, comme l'a présenté Véronique, on a un champ d'action qui est vraiment très, très, très vaste. Ce qui fait qu'il y a forcément des recoupements avec certaines autres professions. Donc, il y a des synergies à mettre en place. Et puis, il y a des éléments de notre champ de compétences qui appartiennent aussi au champ de compétences d'autres professionnels. Je pense notamment, on a vu tout à l'heure les paralysies faciales. Ça fait partie du champ de compétences des orthophonistes. Ça fait partie aussi du champ de compétences des kinés. On ne va pas les prendre en soin tout à fait de la même manière parce que forcément, on n'a pas la même formation, la même approche. Voilà, pour autant, ça fait partie des deux champs de compétences. Pareil pour tout ce qui est troubles de déglutition, tous les troubles fonctionnels au niveau de la langue, tout ce qui est maxillofacial, ça peut rentrer dans les deux champs de compétences. De la même manière, Véronique a parlé de la dysgraphie. La dysgraphie fait aussi partie donc, du champ de compétences des orthophonistes, mais bien sûr, c'est vrai qu'on a souvent aussi l'habitude d'envoyer en psychomotricité ou en graphothérapie. Enfin voilà, on peut avoir pas mal de recoupement. Il y a des formations pour les orthophonistes qui ne sont pas que pour les orthophonistes, mais aussi pour les psychomotriciennes, par exemple. Je pense par exemple à tout ce qui est troubles du raisonnement logico-mathématique. On a certaines formations qui peuvent être communes aux deux professions. Donc voilà, même au-delà de ce qui recoupe les champs de compétences, on a forcément des patients qui vont aller chez d'autres professionnels et voilà, on va forcément avoir
à échanger et à discuter. Donc voilà, ça peut être très riche dans les échanges entre les professions. Alors ici, on a mis une autre vignette, donc toujours du mémoire d'orthophonie de Marie. La question c'était, donc pensez-vous que l'orthophoniste n'exerce que sur prescription médicale? Et donc comme sur l'autre petite vignette, à chaque fois c'est médecin généraliste, donc là en bleu, et puis les internes en médecine générale en rose, en orange, jaune. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, voilà, certains pensent que ce n'est pas obligatoire. Ce qui nous permet de passer à la diapo suivante, puisque effectivement, la prescription est obligatoire. Nous sommes des auxiliaires de la médecine et donc le bilan orthophonique est obligatoire, doit être prescrit par un médecin généraliste, un neurologue, même un médecin coordinateur dans les EHPAD aussi, ça arrive. Donc, pour nous faciliter les choses, et en fait la CPAM est assez exigeante, vraiment l'intitulé du bilan est important. Et ce qu'il faut écrire, c'est bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Si on ne met que bilan orthophonique, s'il y a besoin à l'issue du bilan de rééducation, la personne va revenir voir son médecin traitant pour demander une nouvelle ordonnance pour des séances. Donc, avec cette formule, bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire, s'il y a nécessité de rééducation, on pourra enchaîner sans repasser par le médecin traitant. Ce n'est pas la peine de préciser le nombre de séances. Ça, nous, on a une nomenclature et on sait effectivement combien on en demande. C'est entre 30 et 50 en fonction de la pathologie. La fréquence, c'est pareil. C'est l'orthophoniste qui la fixe en fonction de la nécessité. Le terme urgent, très important, si par exemple c'est un AVC et qui sort de l'hôpital et qu'on a besoin de le prendre en charge tout de suite, le terme urgent permet d'éviter les 15 jours de délai d'attente de l'entente préalable. Donc on peut démarrer tout de suite, on fait le bilan et on enchaîne. À domicile, s'il y a nécessité de se déplacer, une hémiplégie, des choses, voilà, des patients âgés ou autres, des traumas crâniens, des gens qui ne peuvent plus trop se déplacer, plus conduire ou en tout cas pas conduire pendant un petit moment. Donc là, c'est pareil, ça nous permet de nous déplacer et d'avoir les 2,50 € du déplacement, l'indemnité forfaitaire. Et puis, si c'est une affection longue durée, bien le spécifier dans la zone du lot. Si l'orthophoniste effectue plusieurs bilans, il faut plusieurs ordonnances. Parce que voilà, bilan du langage écrit, ou bien bilan de la cognition mathématique, ou bien bilan neurologique. Voilà, on ne peut pas faire, nous, avec une même ordonnance, 3 bilans. Ce n'est pas possible. Et par la suite, c'est vrai que quand on a pris en charge le patient, qu'on a fait le nombre de séances, on peut renouveler une fois, mais après on a besoin d'un bilan orthophonique de renouvellement. Et à l'issue de ce bilan orthophonique de renouvellement, on pourra mettre une note d'évolution. Donc on doit adresser une note d'évolution au médecin traitant. Il ne faut pas hésiter aussi, quand le médecin le sait, peut-être une petite précision sur la pathologie, si c'est post-AVC, si c'est dans le cadre je ne sais pas, d'une démence, ou d'autres choses, ou d'un dépistage, voilà, il ne faut pas hésiter si le médecin sait, donne une information dans le cas d'une surdité, d'un enfant appareillé, d'otite séreuse, enfin voilà, après il ne faut pas hésiter à donner des précisions. La durée minimum obligatoire des séances, donc ça varie selon la pathologie, de 30 à 45 minutes. Un remboursement sécurité sociale, donc comme les auxiliaires de la médecine, kiné infirmier, donc 60-40. Nous avons donc pour obligation d'adresser le compte-rendu de bilan au médecin prescripteur. Et on doit respecter une architecture du bilan, donc on détaillera l'anamnèse, on utilisera dans la mesure du possible des épreuves normées, étalonnés qui permettront effectivement d'avoir une idée des difficultés, un diagnostic orthophonique et les axes thérapeutiques, les objectifs de rééducation. Le diagnostic orthophonique n'est pas un diagnostic médical. C'est un diagnostic sur le langage, la communication, les difficultés du patient concernant effectivement le développement du langage. Ce dernier doit tenir compte de l'ensemble des bilans et examens complémentaires pour confirmer ou infirmer le diagnostic orthophonique. Le diagnostic orthophonique participe pour poser un diagnostic médical.
c'est vrai que ça peut permettre effectivement de confirmer ou d'infirmer. Et selon ce qui aura été vu au cours du bilan, ça peut donner voilà, des axes ou des billes au neurologue ou au médecin traitant ou à l'ORL pour partir dans un sens ou dans un autre. Ce qui est intéressant parce qu'on est amené à travailler en partenariat donc avec les médecins généralistes bien sûr, avec les médecins, les spécialistes, et puis aussi avec les gros hôpitaux parisiens. Bon, moi par exemple, je travaille pas mal avec la Pitié-Salpêtrière pour les patients neuro et on échange beaucoup au sujet des patients qui vont presque tous les 6 mois pour certains. Donc, on voulait aussi évoquer avec vous tout ce qui était difficulté d'accès aux soins en orthophonie sur le département. Bon, il faut savoir que c'est quand même une difficulté qui est globalement nationale, mais voilà, là, comment dire, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu et qui aboutissent à cet engorgement des cabinets d'orthophonie. Un des premiers facteurs, on a vu tout à l'heure l'étendue du champ de compétences qui fait qu'on est amené à prendre en soin des patients de tous âges et avec des pathologies parfois assez lourdes, donc qu'on va suivre pendant un certain temps. Donc voilà, ça laisse, si je suis mon patient 2 fois par semaine pendant tant de mois, ça fait que pendant ce temps-là, je ne peux pas prendre un patient supplémentaire. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de roulement, on va dire, sur les cabinets. C'est aussi majoré par le fait qu'il y a de nombreux postes en salariat qui ne sont pas pourvus. Donc, ça a pour conséquence déjà parfois un surhandicap parce que si le patient est en centre de rééducation et qu'il n'a pas d'ortho ou pas suffisamment parce qu'il n'y a qu'un poste de pourvu sur 2 ou que sais-je, automatiquement, il va moins récupérer en phase aiguë et quand il va sortir du centre de rééducation, derrière, il y aura d'autant plus de troubles à prendre en charge. Et puis, on a aussi des patients du coup, qui auraient été suivis par des centres médicaux ou médico-sociaux et qui, par manque d'orthophonistes, font leur suivi en libéral. Donc voilà, on a aussi... donc bien sûr, on a noté démographie des patients, donc forcément avec le vieillissement de la population, d'une part, mais aussi finalement les progrès de la médecine. On parlait de la prise en charge précoce et donc chez les enfants prématurés qui n'auraient pas survécu avant tout simplement et qui vont être sauvés et qui vont avoir besoin de soins dans leurs premières années pour le développement du langage, par exemple. Mais on a aussi un problème de démographie des orthophonistes. Donc la carte qu'on vous a mise, c'est en fait la carte du zonage de l'ARS Île-de-France. Donc c'est le zonage des orthophonistes. Donc tout ce qui est rouge, ce sont des zones qui ont été définies comme étant très sous-dotées en orthophonistes. Donc voilà, on est pas mal en Essonne, niveau zone très sous-dotée. Le jaune, c'est sous-doté. Et le blanc, c'est intermédiaire. Tout ce qui est vert et bleu, les zones très dotées et surdotées, nous, on n'en a pas, comme ça on est tranquille. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des patients qui sont prêts à faire des kilomètres et des kilomètres. Donc, la zone rouge, les patients de la zone rouge se déplacent sans problème vers les zones blanches et donc l'engorgement est comment dire, est le même globalement sur tout le département. Hein. Forcément, on a même des gens qui viennent parfois d'autres départements. Donc, si on est limitrophe, donc voilà, on a tous le même problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la formation des orthophonistes, elle est aussi soumise à un numerus clausus. Là, pour l'année 2020-2021, le numerus clausus est fixé à 912 étudiantes pour toute la France. Donc voilà, et ça augmente assez peu en fait. Il y a des nouveaux centres de formation qui ouvrent, mais ça ne veut pas dire que le numerus clausus augmente beaucoup. Récemment, en plus, les études d'orthophonie qui étaient auparavant de 4 ans sont passées à 5 ans pour entrer dans le grade master, ce qui a occasionné une année blanche, donc une année sans orthophoniste diplômé, ce qui n'a pas arrangé les choses.
Voilà. Et puis, si on a calculé aussi, là, avec les derniers chiffres, qu'on avait une densité d'orthophonistes en Essonne pour 100 000 habitants de 21,6 orthophonistes, pour une moyenne nationale qui serait de 38,2. Donc, on est quasiment à la moitié, hein, à moitié moins que sur le territoire national. Donc, ça ne joue pas en notre faveur. Donc, c'est ce qu'on a mis, hein, tout ça mis bout à bout, plus pathologie à prendre en urgence. Bah forcément, si on a un appel pour une phase aiguë d'AVC, bah, on va peut-être réussir à pousser un peu les meubles, à pousser les murs, pardon, en rognant un peu à droite et à gauche dans le planning. Et puis, bah, peut-être qu'on peut le faire une fois, peut-être qu'on peut le faire 2 fois. Le problème, c'est qu'à la 3e fois, bah, malheureusement, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc, d'où des délais d'attente qui ne font que s'allonger au fil des années. C'est aussi pour ça, donc, comme on le disait, qu'on a voulu monter cette association de prévention et que on échange dans ce cadre, par exemple, des webinaires ou des CPTS ou voilà, avec les autres professionnels. Parce qu'on se dit que plus on va avoir une meilleure coordination de soins, meilleure elle sera, plus on va être efficace au niveau de l'orientation des patients et peut-être que pour certains, il y a des choses à faire avant de consulter l'orthophoniste. Ne serait-ce que dans le cadre d'un retard de langage oral, le médecin il va peut-être d'abord envoyer vers l'ORL. Voilà, on a des exemples comme ça où d'autres indications peuvent permettre déjà de déblayer la plainte en attendant d'avoir accès à un bilan en orthophonie. Voilà pour l'essentiel de ces problématiques d'accès aux soins. Donc nous, on essaye aussi souvent de demander aux gens qui remontent, qui fassent remonter le problème à l'ARS et à la CPAM pour qu'on puisse plus s'entendre répondre que voilà, que personne n'était au courant qu'il y avait un problème d'accès aux soins en orthophonie. Voilà. Alors ici, Elodie, donc, qui a fait le PowerPoint d'ailleurs, s'est amusée à compiler des vignettes de nos patients, certains de nos patients, et donc on voit donc qu'on est, voilà, que ça va de l'enfant de 7 mois, 2 ans, jusqu'aux personnes beaucoup plus âgées, 75 ans, et plus, voilà, moi je crois que ma patiente plus âgée a 91 ans, et je dois avoir un jeune traumatisé crânien qui doit avoir, jeune, oui, 40, la quarantaine. Et donc, moi, j'avais envie de vous parler, par exemple, de Madame S, qui a 75 ans et qui a un syndrome parkinsonien. Mon travail, il est, bien sûr, il est sur la voix, il est sur les expressions, il est sur les muscles du visage, mais il est aussi sur la déglutition, l'éducation thérapeutique, des conseils en nutrition, des postures, puisqu'on sait que chez ces patients, le risque majeur, c'est les pneumopathies d'inhalation qui entraînent des hospitalisations. Donc cette petite dame, elle est bien sympathique et le fait de l'avoir prise en charge relativement tôt, parce qu'elle a été diagnostiquée assez rapidement, ça me permet là de travailler tout ça bien en amont afin d'éviter tout ça et d'espérer qu'elle ait un confort de vie le meilleur possible et le plus long possible. Voilà. Donc, un autre exemple, moi, c'est vrai que je m'étais amusée du coup à regarder l'étendue d'âge de mes patients. Le plus jeune a actuellement 11 mois et le plus âgé a 84 ans. Donc, voilà, ça montre aussi qu'on peut être amené à jongler un peu entre les âges, les pathologies au cours d'une journée. Donc, mon plus jeune patient, il est arrivé quand il avait 7 mois, donc j'ai appelé Loïc ici. C'est un petit garçon en fait qui a été orienté par l'hôpital de Corbeil. Donc, on a souvent des liens avec donc, le réseau pédiatrique du sud et de l'ouest francilien. Et donc, dans le cadre d'une surdité appareillée. Donc là, par exemple, c'est un patient que je ne vais pas forcément voir pour l'instant toutes les semaines. Je le reçois une fois par mois avec ses parents. Et puis, ça nous permet de suivre un peu l'évolution, l'entrée dans le langage. On fait je propose pas mal de petites activités que les parents peuvent reprendre à la maison pour tout ce qui peut lui permettre de stimuler son audition pour découvrir, apprivoiser finalement le monde sonore et donc
suivre comme ça les prémices du langage. Donc, on peut avoir voilà, des suivis qui peuvent être assez espacés par rapport à d'autres suivis où on va voir les gens, notamment par exemple dans le cadre d'AVC en phase aiguë, où on va les voir vraiment plusieurs fois par semaine. Donc, ça dépend vraiment, on ajuste en fonction du patient, de sa famille, des possibilités, des besoins. Là, ce petit garçon-là, je le vois actuellement au rythme d'une fois par mois. Il va y avoir forcément des périodes où on va certainement avoir des objectifs plus précis, plus ciblés. Là, c'est plutôt un accompagnement parental et où après, on va avoir besoin d'aller travailler des choses beaucoup plus spécifiques et donc où la prise en charge va devoir s'intensifier. Moi, je vais vous parler de monsieur N, 73 ans, qui a une démence à corps de Lévy. Ce monsieur a été diagnostiqué à la Pitié-Salpêtrière dans le service du professeur Dubois. Voilà, il avait des petites pertes de mémoire, un petit manque d'humour et surtout des hallucinations donc, visuelles qui sont assez spécifiques dans la démence à corps de Lévy. Donc, c'est un monsieur que je vois à domicile parce qu'il ne peut plus conduire et il a des difficultés à la marche avec des pertes d'équilibre 2 fois par semaine, en pluriprofessionnel puisqu'il y a aussi de la kiné et une orthoptiste pour les problèmes visuospatiaux que je travaille aussi. Et puis, le fait d'intervenir à domicile, on est quand même soutien de l'aidant et puis ça nous permet aussi de travailler en écologique chez ce monsieur pour qu'il ait un quotidien, voilà, et puis travailler des choses qui sont adaptées à son quotidien et puis essayer d'avoir une régulation un petit peu avec son épouse, avec l'aidant, qui a parfois beaucoup de mal à comprendre et à réagir face au comportement très déstabilisant de son époux qui est quand même assez jeune. Voilà, je peux vous proposer aussi de parler de Monsieur K, que j'ai suivi. Donc, il avait 41 ans. En fait, c'est un monsieur qui a accumulé potentiellement, donc il avait un parcours de vie difficile, donc il y a eu un cumul de difficultés scolaires avec entrée dans le milieu de la drogue, puis traumatisme crânien multiple qui ont fait que ça a été, voilà, il a eu un parcours de vie compliqué et c'est un monsieur que j'ai commencé à suivre quand il avait 41 ans parce que à ce moment-là, il s'est tourné vers son médecin traitant en lui disant voilà, j'ai un projet professionnel. Donc, c'est un monsieur qui souhaitait devenir brocanteur parce que c'était un domaine qui l'intéressait beaucoup. Il disait mais je lis des revues, j'essaye d'apprendre des choses et j'ai des difficultés à comprendre et à mémoriser. Donc, c'est un monsieur que j'avais commencé à accompagner comme ça. Alors, bien sûr, le but n'était pas de restaurer complètement toutes les capacités attentionnelles, mnésiques et toute la compréhension écrite. Mais voilà, on a travaillé, ça rejoint ce que disait Véronique, sur des choses très écologiques. On essaye aussi de s'inscrire quand on peut dans le projet de vie du patient. Et donc là, on était sur quelque chose d'assez ciblé de stratégie, quelle stratégie il pouvait mettre en place pour aboutir à son projet professionnel et pour avancer de ce côté-là. Donc voilà, c'est comment dire, on a vraiment une richesse de patients, de pathologies, d'interventions, de projets de vie qui font que on fait plein de choses différentes et que je pense que c'est pour ça aussi qu'on est souvent en demande enfin, peut-être que je parle pour nous dans l'association, mais je pense que les orthophonistes sont quand même souvent en demande d'échange avec les autres professionnels pour voilà, essayer d'avoir un projet cohérent avec les différents patients. Véronique. Pour terminer, je voulais quand même vous parler de ce site internet qui s'appelle donc allo-ortho.com. Il a été mis en ligne et conçu par la Fédération nationale des orthophonistes et il est destiné à l'information, la prévention sur l'orthophonie, et c'est-à-dire notamment, il y a beaucoup d'articles dont on vous a mis là certains des titres. Il y en a vraiment beaucoup sur voilà, toutes les interrogations que les patients peuvent avoir. Mon mari a des troubles de la mémoire, mon fils a du mal à mastiquer.
Et c'est toujours dans l'idée de est-ce que je dois m'inquiéter, est-ce que je dois consulter, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi, enfin voilà. Donc c'est des articles qui sont généralement assez courts, qui se lisent très bien, mais qui sont voilà, qui ont pas mal d'informations déjà dedans, donc c'est plutôt intéressant. Et puis donc toujours sur ce même site internet, il y a un onglet actualité. Et dans cet onglet actualité, il y a quelques plaquettes d'informations qui peuvent être téléchargées. Donc notamment là, il y a une plaquette sur quels sont les âges repères pour le développement du langage, à quel âge on est censé avoir acquis quelles compétences et quels sont les signes d'alerte. Il y a une affiche au sujet du bégaiement, il y a des documents sur qu'est-ce que les troubles de la cognition mathématique, donc à destination, il y a 2 plaquettes, il y en a une à destination des enseignants, une à destination des médecins, et c'est un site qui est régulièrement enrichi, donc il y a souvent voilà, du contenu qui est à nouveau mis en ligne, donc ça peut être voilà, ça peut être intéressant d'orienter les patients qui se posent des questions vers ce site-là. Voilà, une petite ressource. Après, il faut savoir que nous, à l'association, on a aussi un certain nombre de plaquettes, de ressources comme ça. Donc, si vous êtes en recherche d'une documentation sur, voilà, d'une plaquette sur qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, qu'est-ce que c'est les troubles du raisonnement mathématique, qu'est-ce que c'est telle ou telle pathologie, comment s'y prendre face à un patient qui bégaye. On peut avoir certaines de ces ressources, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. On vous a mis du coup notre adresse mail. Donc pareil, on en discutait avant de démarrer le webinaire. A priori, il y a beaucoup de gens qui regardent donc en replay les webinaires. Donc de la même manière, n'hésitez pas donc, sur notre adresse mail essortprevention@gmail.com si vous avez des remarques, des questions, on essaiera de se tenir disponible pour y répondre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les filles, il y a une question déjà. Donc, c'est dans le cadre des troubles d'apprentissage, en dehors des bilans du langage écrit, bilan du langage oral et bilan logico-mathématique, quel autre type de bilan effectuez-vous? Je pense que c'est déjà pas mal. J'arrive à... en tant qu'orthophoniste, nous, donc quand même thérapeute du langage, après on peut orienter sur effectivement avec les psychologues scolaires sur un test de QI, mais ce n'est pas nous qui allons le faire pour avoir une idée effectivement de l'efficience de l'enfant, parce qu'on ne peut pas poser de diagnostic, par exemple de dyslexie, dysorthographie, etc., dysphasie sans un test de QI, d'efficience intellectuelle. Psychomotricité, c'est pareil, elle fera son travail, son bilan psychomoteur, ensuite les consultations de pédopsychiatrie, des choses comme ça, mais je ne vois pas trop, nous, en tant que thérapeute du langage, qu'on peut faire de plus. Oui, si, mais j'ai peut-être un peu une idée. Vous nous direz si c'est un peu ça qui était potentiellement sous-entendu par la question. Mais par exemple, les troubles de l'attention en tant que tels ne font pas partie de notre nomenclature de bilan. On n'a pas bilan des troubles de l'attention. Effectivement, on a bilan du langage oral, bilan du langage écrit, bilan de la cognition mathématique. Et puis, voilà. Après, on peut avoir quelques petites épreuves sur certaines batteries de bilan. Et puis, de toute façon, la synthèse clinique qui vont nous amener à nous interroger sur peut-être de dire, voilà, il semble qu'il y ait des difficultés attentionnelles, mais on ne va pas avoir la capacité et les batteries en fait de tests pour évaluer, par exemple, un trouble de l'attention. Là, on va orienter plutôt vers une psychologue, neuropsychologue, quoi. Et voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. Un grand merci à l'association Essor Prévention d'avoir accepté de participer à un de nos webinaires. Merci beaucoup à nos intervenantes qui sont Véronique Prasil et Élodie Guénin, qui sont elles membres de cette association. Pour toute question, comme vous l'a dit Élodie, n'hésitez pas à les contacter sur leur adresse mail que je vous mets également en dessous de cette vidéo ou bien sur notre adresse mail webinaire@espacevie.fr. Toutes nos vidéos en replay sont disponibles sur notre site internet Espace Vie ou bien sur notre chaîne YouTube
de l'association Espace Vie. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Regardez les autres qui ont eu lieu précédemment. Peut-être que des sujets vous intéressent également. Et n'hésitez pas à les partager autour de vous pour toucher un maximum de professionnels et de personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, je vous donne rendez-vous du coup mardi prochain. N'oubliez pas, vous avez le lien d'accès direct aux webinaires maintenant qui sont disponibles soit sur notre site internet Espace Vie en première page. Vous aurez le thème du webinaire ainsi que l'heure avec le décompte et le lien d'accès direct. Ou bien sur Facebook, si vous nous suivez sur Facebook, je le diffuse également sur le site. Voilà, merci à vous et à bientôt.